Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier épisode du balado L'Antichambre d'écho. C'est un balado qui va aborder différents sujets d'intérêt public et aujourd'hui, on va parler d'éducation, la priorité des priorités ou du moins ce qui devrait l'être. Depuis quelque temps déjà, on sent grandir au sein de la population québécoise un désir d'entamer une grande conversation collective sur ce sujet-là qui nous touche tous de près ou de loin. Alors, pour débuter à toute petite échelle cet exercice, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités aux perspectives et aux expériences complémentaires et différentes. Donc, tout d'abord, nous allons recevoir David Bowles, qui possède une vaste expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'éducation. Il a débuté sa carrière comme enseignant avant de devenir directeur du Collège Charlemagne et président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. David est également l'auteur du livre « Réflexions d'un directeur d'école pour injecter une dose de persévérance scolaire au Québec », un ouvrage que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il est à la fois empreint d'humanité et de pragmatisme, offrant 55 recommandations concrètes pour améliorer notre système éducatif. J'ai également le plaisir d'accueillir Philippe Lorange, qui vient tout juste de terminer son parcours d'étudiant et je le félicite d'ailleurs pour l'obtention de sa maîtrise en sociologie. Fraîchement sorti du système éducatif, Philippe apporte un regard franc et actuel sur l'éducation. Citoyen engagé, il publie régulièrement des textes et collabore avec divers médias. Parmi ses nombreux écrits, il a notamment signé un texte intitulé « L'élève calme et vaillant, ce grand oublié » dans les pages du Devoir, texte sur lequel nous reviendrons assurément. Merci à vous deux d'être ici. Alors, dans un premier temps, je vous avais demandé de réfléchir à une grande question qui n'est pas simple et qui est la suivante. Donc, quels sont les bons coups du système éducatif québécois? Parce que c'est important de souligner les bons coups. Souvent, on ne le fait pas, mais ça serait important de faire l'exercice. Ensuite, quels sont les plus grands défis selon vous, toujours? Et quelles pistes de solutions s'offrent à nous face à ces défis? Ensuite, vous aurez l'occasion de réagir, de renchérir aux propos énoncés. Puis enfin, si le temps le permet, on aura quelques questions du public que j'avais reçues préalablement à vous adresser. Alors, on n'a pas décidé qui commençait, mais David, est-ce que ça... Pas de problème, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir, c'est très apprécié. Merci. Donc, moi, j'ai vraiment quand même une vision relativement positive du système scolaire québécois. C'est certain que je vais me concentrer surtout sur le préscolaire, primaire, secondaire. Mon domaine d'expertise est davantage là. Un peu le collégial aussi. J'ai siégé sur le conseil d'administration d'un cégep. Puis, je suis convaincu que la vaste majorité de nos enseignantes et enseignants font un excellent travail et aiment leur profession. C'est une profession dans laquelle on peut faire une différence positive dans la vie des jeunes et on en fait vraiment une. Mm-hmm. Quand on regarde les résultats scolaires de nos élèves dans les tests internationaux qui comparent les différents pays industrialisés, nos élèves réussissent quand même très bien. C'est des élèves de 15 ans qui sont évalués aux 3 ou 4 ans. Mm-hmm. En mathématiques, notamment, on est parmi les meilleurs au monde. Puis je dois dire, je suis directeur d'école. Quand on reçoit des élèves d'ailleurs au monde, d'Europe, de l'Ouest, de France, même des États-Unis, ça n'arrive pas vraiment, mais disons de France, on a un avantage en mathématiques. On le voit, là, qu'ils ont un certain retard en mathématiques sur nous. Donc, il y a quand même des très bonnes choses qui se font. C'est quand même majoritairement encourageant. Puis c'est certain que moi, je trouve qu'on parle très négativement de notre système scolaire et de la profession. Mm-hmm. Il y a des moments où je peux comprendre, exemple, quand on est en négociation de convention collective, que les syndicats vont pointer vers ce qui va particulièrement mal, puis c'est normal, ça fait partie de leur rôle, mais ça vient teinter notre vision comme quoi que ça va mal dans l'ensemble, alors que je pense que ça va quand même bien en général. Il y a des éléments qui vont beaucoup moins bien. L'état des bâtiments, des infrastructures scolaires au Québec en général, malgré un réinvestissement dans les dernières années, laisse beaucoup à désirer. Puis là où je trouve que ça va particulièrement moins bien, c'est au niveau du taux de décrochage, donc la persévérance scolaire. Là, quand on se compare, c'est beaucoup plus désolant. Les statistiques viennent de sortir pour la cohorte qui a terminé en 2022, puis on est retourné à des taux de décrochage encore pires que ce que c'était avant la pandémie. Mm-hmm. Donc, c'est un élève sur 4, puis un garçon sur 3 qui ne termine pas ses études secondaires en 5 ans. Puis à ce niveau-là, on se démarque. C'est beaucoup moins pire dans le reste du Canada, c'est moins pire aux États-Unis, c'est moins pire en Europe. Donc, quant à moi, je suis un gestionnaire scolaire, puis quand je regarde dans mon école, j'essaie de voir où ça va pas bien, puis où on doit se concentrer, c'est à ces endroits-là. Puis je pense que ça devrait être notre grande priorité. Puis on vit en plus une pénurie de main-d'œuvre au Québec. On vit à un moment où on a des grands enjeux, que ce soit environnementaux, au niveau de la langue française, au niveau de notre culture. Mm-hmm. Je pense que si on veut investir dans notre économie, puis on veut investir dans notre culture, on veut investir en environnement, il faut d'abord investir en éducation.
C'est tout à fait complet et très convaincant. Donc, je ne sais pas, M. Laurent, si vous pouvez aborder la même question. C'est très intéressant, en fait, mais moi, je trouve ça intéressant parce que j'aime ça avoir un débat. Et comme de fait, j'ai une vision qui est un peu différente. C'est-à-dire que pour moi, l'école québécoise, j'ai surtout un point de vue négatif. C'est-à-dire qu'évidemment, je vois... évidemment, ça, je le savais depuis des années qu'on est parmi les meilleurs en mathématiques. C'est une bonne chose. Évidemment, on forme de bons ingénieurs. On a de très bonnes universités par la suite, après l'école secondaire. Mais c'est-à-dire que justement, l'école québécoise est peut-être bonne pour former des travailleurs qui peuvent être performants, innovants. Donc, je pense qu'on enseigne assez bien, généralement, les sciences, les mathématiques, par exemple. Et on peut avoir de très bons élèves dans ces domaines. Mais pour moi, l'école n'est pas là seulement pour former des travailleurs. Donc, pour moi, l'école est aussi là pour former un être complet, un humain complet. Et de ce côté-là, ben là, on a un vrai problème. Parce que, trop souvent, je crois que les écoles secondaires vont diplômer des jeunes qui sont carrément illettrés et incultes. C'est-à-dire que l'école québécoise, bien souvent, n'a pas fait son travail de transmettre, par exemple, les classiques de la littérature. L'histoire nationale, c'est seulement 2 ans, alors que, par exemple, les cours d'anglais, c'est 12 ans. Du primaire au cégep, on fait 12 ans d'anglais, alors qu'on fait 2 ans d'histoire nationale. Donc, on ne transmet pas vraiment la littérature ou la poésie ou tout ce qui a rapport vraiment à ce qui passionne. En fait, tout ce qui passionne dans la langue française, en tout ce qui a rapport justement aux humanités. Alors, moi, ma vision on parlait justement d'une vision de l'école. Moi, je ne prétends pas réinventer l'école. Je ne prétends pas, par exemple, défenestrer les chaises et les pupitres au nom d'une vision strictement axée sur le jeu. Parce que je pense que l'école d'avant avait beaucoup de vertus, même si elle avait aussi ses défauts. Donc, si on remonte au temps du cours classique ou du séminaire d'autrefois, eh bien, les gens qui sortaient de là n'avaient pratiquement aucune connaissance en sciences. Ça, c'était le grand défaut. Mais en même temps, ils sortaient avec une éloquence incroyable. Et puis d'ailleurs, je donnerai un exemple. Il y a 2 ans, c'était le 100e de la naissance de René Lévesque. Et je me souviens très bien qu'il y avait une photo qui était montrée dans une exposition où on montrait un travail d'école de René Lévesque. Je pense qu'il avait comme 10 ou 12 ans maximum. Et il répond à la question pourquoi nous devons garder notre identité francophone en Amérique. Et le jeune René Lévesque de 10-12 ans répond en 5 arguments d'un niveau de réflexion qui, je dirais, est supérieur à la plupart des étudiants en droit d'aujourd'hui et les étudiants à la maîtrise d'aujourd'hui. Et avec un français d'une élégance. Mais vraiment, pour un enfant, c'était vraiment incroyable. Et pourtant, René Lévesque n'a pas continué à la maîtrise au doctorat. Et je pense qu'à son époque, c'était quand même jusqu'à un certain point normal de sortir du séminaire, de l'école classique, en sachant bien écrire, bien s'exprimer, en étant cultivé, en ayant une ouverture sur le monde. Et malheureusement, je pense que ça s'est perdu. Puis on le voit dans le vocabulaire. Le vocabulaire de nos jours, on ne dit plus les professeurs ou les maîtres, on dit les enseignants, les apprenants. Ou les profs. Au lieu de dire professeur, on dit prof. Mais quand on dit ces termes-là, comme prof, enseignant, ce qu'on entend par là, c'est que finalement, le nouveau modèle, ce n'est plus, comme disent en France, les hussards noirs de la République, autrement dit, des gens qui sont là pour transmettre quelque chose, transmettre une passion, des connaissances. C'est quelqu'un qui est là, pour qui son modèle, c'est le prof cool. Donc, c'est celui qui a été formé au camp de vacances, au camp de jour, et qui est là pour se faire, au lieu de se faire appeler monsieur, il se fait appeler par son surnom. Il vient à l'école non pas en complet ou en tenue classique, mais en coton ouaté, voire en gogoune, en casquette. Donc, c'est comme si c'est rendu ça le nouveau modèle. Et pour moi, je vois pas comment une civilisation peut tenir si on est toujours dans l'idée que le prof doit être juste un ami cool du camp de jour et non pas un véritable maître qui transmet des connaissances et non seulement des compétences. Voilà. Si je peux juste poser une question par rapport aux pistes de solution, parce que là, on évoque le rôle du professeur qui change. Quelle serait la piste de solution pour renverser, admettons, cette tendance que vous... il y aurait énormément de choses à faire, je pense, mais l'une des choses, c'est qu'il faudrait que la formation des professeurs, la formation des maîtres, soit justement pour former des gens qui maîtrisent leur matière. Parce que là, on est très axé sur la forme de l'enseignement et non sur le fond. Donc, on veut former comme des enseignants qui peuvent s'adapter à tous les contextes. Donc, ils pourraient enseigner français, mathématiques, histoire. Puis on se dit, il sait enseigner. Donc, si on lui laisse une sorte de synthèse de matière, il pourra l'enseigner peu importe quelle est la matière. Alors que je crois que si on accepte plutôt la réflexion sur le fond, mais quand on maîtrise vraiment une matière puis qu'on est vraiment passionné par ça, eh bien, la forme vient naturellement, je pense. Et évidemment, il y aura toujours, c'est ça qu'il faut comprendre, il y aura toujours des professeurs ennuyants. Ça va toujours exister. On ne pourra pas éradiquer ça, peu importe la théorie, les concepts, les sortes de gens qui vont arriver avec des nouveaux concepts.
Il y aura toujours des professeurs ennuyants, mais quand on maîtrise vraiment une matière, c'est ça qui est le plus important. C'est avec ça, c'est comme ça qu'on apprend. Et d'ailleurs, je dirais, par exemple, il y a des gens qui disent moi, j'ai eu un prof cool au secondaire. Il était vraiment cool. OK, certes, mais qu'est-ce qu'il t'a appris, ce prof-là? Est-ce qu'il t'a vraiment appris quelque chose? Il t'a juste appris à passer l'examen et passer le test? Parce que le prof qui était peut-être ennuyant, mais qui maîtrisait vraiment ce qu'il faisait, lui, il t'a peut-être vraiment transmis quelque chose qui dure dans le temps. Moi, j'ai eu un prof qui a marqué mon parcours, qui, au début, il nous a suivis pendant 3 ans, la même cohorte. Il nous a suivis en secondaire 3, 4, 5. Un prof de français que tout le monde en secondaire 3 détestait parce que ses méthodes et ses exigences étaient très élevées, mais il n'a pas lâché prise et il nous a suivis. Et au final, c'est lui qui a marqué notre parcours. Mais cette flexibilité-là, on l'a peut-être un peu perdue, d'avoir des profs qui s'engagent, ou des enseignants, ou des professeurs, ou des maîtres, qui s'engagent pour plus d'une année ou qui ont la flexibilité de dire, ben moi, je vais garder ce groupe, je vais aller plus loin. Il y a des enjeux aussi là, qui nous empêchent peut-être de faire ce genre d'engagement à long terme avec des élèves. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a cette flexibilité-là chez vous, par exemple, de suivre une cohorte? D'une certaine façon. C'est certain, bon, les enseignants chez nous sont syndiqués, donc c'est certain qu'on a beaucoup plus de flexibilité. C'est un syndicat boutique, on va dire, entre guillemets, boutique interne. Là, je négocie directement comme directeur général avec le syndicat du collège. Donc, on a quand même beaucoup plus de flexibilité que quand c'est dans un centre de service scolaire puis une énorme banque d'enseignants. Mais ils vont choisir leurs tâches par ancienneté. Ils doivent être qualifiés pour leurs tâches. Au secondaire, d'ailleurs, puis il y a beaucoup d'éléments avec lesquels je suis d'accord. Au primaire préscolaire, c'est une formation qui est très variée, là, parce que, bon, l'enseignant au primaire doit enseigner beaucoup de matières. Au secondaire, en principe, ce sont des enseignants qui ont des bacs en enseignement de leur matière. Donc, il y a plus de matière en tant que telle. Ils doivent être des experts dans leur matière. C'est certain qu'en Ontario ou ailleurs, on fait d'abord un bac dans la matière qu'on va enseigner, puis ensuite, on fait un bac en éducation d'1 an. Donc, on pourrait regarder les deux systèmes. Mais maintenant, on le permet, dans le sens avec la maîtrise qualifiante. C'est ça, avec la pénurie, ils ont développé d'autres parcours. Oui. Donc, il y a une possibilité d'aller chercher une maîtrise dite qualifiante d'1 an, qui ressemble un peu au bac en éducation en Ontario. Mais je parlais de flexibilité tantôt. C'est certain que, bon, une fois que l'enseignant fait son choix, s'il est qualifié pour la matière, c'est le prof qui choisit. Hein? C'est le professeur, l'enseignant. On a difficulté à dire le terme. Enseignant qui choisit sa tâche. Puis, il y en a parfois qui vont choisir de suivre des groupes, comme ton enseignant l'avait fait à l'époque. Mais c'est pas, la flexibilité n'est pas tant là pour pouvoir le faire. Il y a une structure syndicale par ancienneté qui vient parfois bloquer certaines flexibilités qu'on aimerait avoir. Puis est-ce que les nouveaux enseignants, justement, qui ont fait le pont, qui arrivent avec une passion dans une matière ou qui ont fait un bac, exemple, en littérature, est-ce que vous en avez déjà qui sont arrivés sur le terrain? Est-ce que vous voyez une différence? Qui n'ont pas un bac en enseignement, un bac en autre chose. Mais un bac en histoire, exemple? On en a quelques-uns. C'est quand même une minorité. Nous, comme école privée subventionnée, on se fait auditer par le gouvernement à tous les 3, 4, 5 ans. Puis une de leurs premières exigences, c'est d'avoir des enseignants qualifiés avec le brevet d'enseignement du Québec. Donc, la quasi-totalité de nos enseignants ont un bac en enseignement du Québec. On en a eu quelques-unes qui sont arrivées avec d'autres formations, qui sont allées chercher la maîtrise qualifiante. Puis ils font des excellentes et excellents enseignants. Est-ce qu'il y avait quelque chose que M. Boz a dit sur lequel vous vouliez Oui, bien, ça me faisait réagir, penser, on parlait justement du primaire, mais ça me faisait penser, Fernand Dumont, dans Raison commune, disait, il faisait une réflexion notamment sur l'école québécoise, puis il disait, au primaire, ça se passe globalement bien, ça avec quoi je suis quand même d'accord. Puis après, il se disait, au secondaire, c'est là que ça se corse. Et c'est vrai que c'est là que ça se corse. Puis, par exemple, sur d'autres sujets qui me rejoignent beaucoup, je ne sais pas si vous vous souvenez du texte de Jean-François Lisée, il y a peut-être 2 mois, qui parlait du Québec bashing dans les écoles montréalaises. Et pas juste montréalaises, c'était du Grand Montréal. Justement, dans ces écoles-là, c'est-à-dire que on va dire, les Québécois, c'est sûr que j'aime pas extrêmement l'expression, mais Québécois de souche, là, ça peuvent être très minoritaires, de telle sorte que les nouveaux arrivants peuvent parfois avoir une attitude extrêmement arrogante à l'égard d'eux autres. Donc, on a carrément constaté par plein de témoignages de partout à Montréal, dans le Grand Montréal, une attitude carrément raciste à l'égard des Québécois. Donc, à ce moment-là, je vois que même si on force les enfants de nouveaux arrivants à aller à l'école francophone, c'est comme si l'intégration a la difficulté à se faire. Donc, il y a vraiment une sorte de Québec bashing répandu
dans les écoles québécoises du Grand Montréal. Et moi, je pense que ça augure pas bien pour l'avenir, parce que si on veut l'intégration, si on veut faire une nation commune aussi, ça marchera pas non plus. Puis on le voit aussi dans les écoles montréalaises, mais même du Grand Montréal, encore une fois, souvent les élèves se parlent en anglais entre eux, même si c'est des écoles francophones. C'est-à-dire que ce soit dans le cours, que ce soit dans le corridor, la récréation, en dehors des cours, les jeunes se parlent beaucoup en anglais. La très grande majorité du temps, voire exclusivement, même s'ils peuvent maîtriser le français. Donc, c'est comme si le français est vu comme la langue un peu ringarde, c'est comme si c'était un peu fini, puis c'est comme si on est strictement arrivé sur les États-Unis. On se dit que le vrai succès, c'est en anglais. Donc, moi, c'est ça que je constate. Puis, justement, tu parlais tout à l'heure des solutions. Mm-hmm. Je pense que l'une des solutions, ce serait, par exemple, tout simplement d'interdire, c'est-à-dire de forcer à parler français, même dans le corridor, même dans la classe. Tant aussi longtemps qu'on est dans l'école francophone, il faut parler français à tout moment. Mais la police des corridors, je ne sais pas, on est toujours dans la carotte ou le bâton. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen on parlait tout à l'heure de culture, de sciences sociales, de cours de langue et d'histoire. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'enrichir ces cours-là ou de faire en sorte que la culture québécoise rayonne davantage dans les écoles pour que, justement, ça soit un effet positif, que ça devienne attrayant? Parce que c'est sûr qu'on combat via les médias sociaux, via la culture qui est omniprésente, la culture américaine. C'est un peu David contre Goliath. Donc, je ne sais pas s'il y aurait une solution pour rentrer davantage de culture dans les écoles. C'est certain que tantôt, on a parlé de littérature. Puis il n'y a pas d'obligation en ce moment de le faire, mais je pense qu'on devrait avoir davantage de littérature québécoise dans nos cours. Mm-hmm. Dans les cours de français au secondaire, à chaque niveau, on va lire des romans, on va lire des pièces de théâtre, on va lire de la poésie. On devrait obligatoirement avoir un texte, une œuvre littéraire québécoise à lire. Puis il devrait y avoir un curriculum au niveau des œuvres littéraires à lire qui est prescrit, avec certains choix probablement, mais pour faire rayonner puis faire connaître davantage la culture québécoise. Puis c'est vrai qu'il pourrait y avoir des règlements comme quoi, c'est une école francophone, on parle français. C'est certain qu'il y a des cours d'anglais, il y a des cours d'espagnol. À l'intérieur de ces cours-là, on va parler la langue seconde, la langue tierce. Mais d'être ferme dans nos exigences. Et puis ça, parfois, quand il y a des glissements à ce niveau-là dans les écoles, puis oui, il peut y avoir des commentaires à propos de Québécois. Moi, j'ai déjà entendu aussi des commentaires à propos de minorités ethniques, à propos de gens racisés dans les écoles où il y a parfois pas d'interventions qui sont faites, même quand il y a un adulte qui est proche. Puis il faut être ferme. Il faut apprendre à être ferme, puis qu'il y a des règlements dans une école et on respecte les règlements. Puis ça inclut les règlements autour de la langue française. Ça, c'est important dans l'éducation d'un jeune. C'est quelque chose qu'on a la réputation dans les écoles privées parfois de faire un peu plus que dans certaines écoles publiques. Il y a une variété dans les écoles publiques, mais c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, beaucoup. Puis que ce soit pour la langue française, le comportement, la qualité de la langue, la façon de s'adresser aux adultes. Chez nous, c'est monsieur, madame, là, les enseignants, enseignantes et les membres de la direction. Puis ça, je pense que c'est important. On devrait avoir cette fermeté-là, cette rigueur-là dans l'ensemble du système scolaire. Est-ce qu'il y a un glissement qui est en cours au niveau de la... Tu sais, parce qu'on entend beaucoup parler de violence dans les écoles, d'intimidation. Là, on parlait de racisme. Est-ce qu'il y a un certain glissement? Est-ce qu'il y a un manque de rigueur? Je ne suis pas dans l'entièreté du système scolaire. Je ne peux pas vous dire. J'entends les commentaires, je lis les mêmes chroniques, je lis les mêmes articles. Il semble que oui. Je sais qu'on peut parfois être alarmiste aussi quand on regarde les statistiques. Là, on a tout le temps l'impression qu'il y a plus de crimes qu'il y en avait. Puis quand on regarde les statistiques, la situation est mieux qu'elle l'était il y a 10, 15, 20 ans. Donc, je n'ai pas les statistiques. Je peux pas vous le dire, mais je suis convaincu qu'une direction d'école qui fait un rôle de leadership puis qui s'assure que les règlements sont respectés, que les adultes de l'école font respecter les règlements dans la classe, ça fait une énorme différence dans les citoyens qu'on va élever par la suite. Mm-hmm. J'aimerais rebondir sur la question de comment c'était avant et par rapport à... Ma grand-mère avait une 3e année, puis elle écrivait... premièrement, sa calligraphie était magnifique et sa grammaire, son orthographe, irréprochable. Avec sa 3e année, toujours. Donc, je ne m'explique pas comment ça se fait. On a tous lu dans les médias qu'il y avait certains même enseignants, ou en tout cas futurs enseignants, qui avaient beaucoup de difficultés avec la maîtrise du français, que ce soit la réussite au TECFI, je pense, je ne sais pas l'acronyme, mais qu'est-ce qu'on fait de mal et à quel moment dans le parcours scolaire il faudrait mettre nos énergies pour essayer de renverser cette tendance-là? Mais je pense que globalement, on sous-estime souvent l'élève. Tu sais, moi, quand j'étais au primaire, on faisait des lectures jeunesse, enfantine, même au secondaire.
On a lu, je pense, en 5 ans de secondaire, on a lu comme un classique de littérature. Donc, je sais que je reviens souvent sur les classiques, mais c'est-à-dire que ça révèle beaucoup quelque chose. Oui. C'est-à-dire que si, justement, comment se fait-il que dans des générations qui précédentes, on faisait juste une 3e année du primaire, une 6e année du primaire, et pour le reste de sa vie, on avait une très belle calligraphie. C'est pas mon cas, d'ailleurs. Mais puis on avait un orthographe parfait. Comment se fait-il? Bien, parce que pendant ces années-là, on ne perdait pas le temps, puis on ne sous-estimait pas l'élève. Il y avait une réelle discipline. On peut entendre toutes sortes d'histoires sur les sœurs d'autrefois, qui pouvaient donner des coups sur les règles, faire des changements corporels. Mais aujourd'hui, c'est comme si on est dans l'exact inverse. Et moi, je trouve que l'un des livres les plus lucides sur notre temps a été écrit il y a une 40aine d'années, c'est par Christopher Lasch, qui est La culture du narcissisme. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce que nous dit Lasch, c'est qu'au fond, alors qu'on vivait dans des sociétés autrefois qui étaient axées sur l'idée que l'individu, si on veut, doit se plier à la civilisation, à la société, au groupe, et bien, donc des sociétés qu'on pourrait dire holistes, donc le tout prime sur l'individu. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Donc, on est dans l'idée, puis ça s'est vu dans la réforme de Pauline Marois, ça se voit aussi dans ses propos. Si vous lisez ses autobiographies sur le sujet, bien, elle le dit, c'est-à-dire qu'il faut centrer sur l'individu, donc centrer sur le développement personnel. Et donc, on est dans l'idée que l'élève, il y a comme un génie intérieur qu'il faut faire jaillir. Et donc, l'école québécoise est comme pensée dans l'idée, mais ça ne veut pas dire que les professeurs l'appliquent entièrement, mais c'est-à-dire que l'école québécoise, elle est pensée dans l'idée qu'il faut accompagner l'élève pour développer son talent, son génie. Et c'est comme si l'école n'était pas là pour lui transmettre quelque chose, transmettre un héritage, une forme de patrimoine. Donc, l'élève n'est pas conçu comme un héritier qui va perpétuer quelque chose dans une continuité historique, mais il est comme vu comme quelqu'un qui doit développer ses propres choses. Et pourquoi pas son propre langage? Donc, pourquoi lire des classiques s'il peut écrire son propre classique à lui? On est toujours on inverse constamment les choses par rapport à l'époque d'autrefois. Alors que là, on se rend compte justement que l'époque d'autrefois avait ses vertus. Parce que là, vous regardez par exemple, ce qui est vraiment intéressant, vous regardez dans les dernières décennies, tous les investissements qui sont faits dans l'école. Ça ne cesse d'augmenter constamment. On cesse de dire que les gouvernements se foutent de l'éducation, c'est pas important. Mais dans les faits, quand on regarde les investissements, ça augmente constamment en éducation. On n'arrête pas de mettre des ordinateurs, des tableaux interactifs, toutes sortes de technologies dans tout genre. Et pourtant, le niveau comme tel ne va pas augmenter nécessairement, même qu'il peut baisser carrément. Donc, comment se fait-il que par des méthodes plus classiques d'autrefois, on réussissait? Et là, aujourd'hui, avec toutes les technologies pas possibles, ben, au contraire, le niveau stagne puis peut même chuter. Donc, on parle de l'effet Pygmalion, de nos attentes, d'élever nos attentes, finalement. Je pense que oui, parce que là, on baisse constamment la barre. Mais l'erreur, quand on baisse la barre, c'est que l'élève baisse ses exigences envers lui-même. En même temps, il y a une question de développer les passions, que la passion... fasse en sorte que l'élève est motivé. On parlait de motivation scolaire, mais en même temps, je pense que, avec les compétences transverses, peut-être qu'effectivement, on demande trop tôt à des élèves d'aller vers ce qui les intéresse quand on leur a pas peut-être légué le bagage initial de base pour pouvoir dire, ben là, j'ai ça, ensuite je construis là-dessus, puis je pousse un sujet en particulier, je sais pas. En fait, je suis d'accord que l'école d'autrefois avait ses vertus, c'est certain, puis il y a eu un glissement, effectivement, beaucoup avec la réforme des années 90-2000 vers les compétences, au détriment des connaissances. Donc, il y a eu comme une quasi-religion là, des compétences. Tout le programme de formation de l'École québécoise est basé là-dessus en ce moment. Comme vous l'avez dit, il est plus ou moins appliqué parce qu'il y a eu quand même une résistance assez importante. Mais là, il y a comme une confusion en ce moment. Ce qui est écrit là est vraiment autour des compétences, mais on a fait une progression des apprentissages pour combler les connaissances. Donc, les enseignants vaguent entre un et l'autre, et puis parfois, ça peut créer une certaine confusion. Puis je pense qu'un retour à une certaine base des connaissances, puis tantôt, je parlais du fait que quand les jeunes arrivent d'Europe, ils sont en retard en mathématiques, mais ils sont effectivement en avance au niveau de la connaissance générale, la connaissance des systèmes politiques, la connaissance de la philosophie, de l'histoire. Puis ça, on a du travail à faire définitivement. Par contre, il y a un balancier. L'école d'aujourd'hui a aussi ses vertus. Les jeunes sortent de l'école parfois plus créatifs, plus prêts à débattre, plus prêts à défendre leurs opinions, ouverts d'esprit, ouverts sur le monde. Il faut trouver un juste milieu en quelque part, je pense. Puis il faut quand même être dans la modernité. Puis effectivement, je pense que les connaissances sont importantes, mais les jeunes sont capables d'aller chercher les connaissances en 30 secondes en utilisant leur téléphone intelligent, leur ordinateur. Ça ne veut pas dire qu'ils les maîtrisent, qu'ils les ont intégrés. Puis ça, c'est important qu'ils puissent le faire. Mais il faut que ces jeunes-là soient prêts à être des citoyens en 2024 aussi. Donc, c'est ça, c'est pas simple. J'ai un peu divagué, j'ai pas nécessairement répondu à votre question. Mais justement, qu'on introduit la question de l'intelligence artificielle des écrans,
on parlait tout à l'heure de l'école qui forme des travailleurs, qui forme des... mais qu'en parallèle, on voudrait aussi s'adresser à l'âme, aux passions. Donc, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui risque de nous remplacer à plusieurs égards, même que ça peut être créatif, là, ils peuvent faire de l'art maintenant. Donc, quel va être le rôle de l'école pour dire, revaloriser, dans le fond, juste l'apprentissage, pour la soif d'apprendre, dans le fond, apprendre à apprendre, avoir le goût, la curiosité intellectuelle, tout ça. Comment on va combattre cette puissance de l'intelligence artificielle qui bouscule tout? Est-ce qu'il y a des pistes? C'est ça. Je pense qu'il faut développer l'esprit critique, l'intelligence de nos jeunes. Il y a un nouvel outil qu'ils ont entre leurs mains. Il faut qu'ils puissent l'utiliser de façon intelligente, éthique et efficace. Comprendre les limites de l'outil aussi, puis être capable de penser par soi-même. Parce que s'il y a beau avoir une intelligence artificielle qui peut nous aider à écrire un texte, il ne nous aidera pas à trouver des solutions à nos problèmes personnels dans notre vie ou nos problèmes qu'on va vivre dans le milieu de travail ou les problèmes même de notre société. Donc, il y a un travail d'apprentissage de l'outil, de ses limites, mais surtout l'esprit critique, d'avoir sa propre intelligence. Je pense que c'est nécessaire. Puis la culture en est une grande partie. Il faut apprendre à se connaître soi-même, connaître d'où on vient, connaître c'est quoi notre culture, le groupe auquel on appartient. Mm-hmm. Tout ça fait partie des solutions, mais c'est certain que c'est pas simple. Mm. Et moi, paradoxalement, je pense que justement l'école québécoise doit être un sanctuaire contre les écrans. Donc, tu sais, justement, Bernard Drinville a interdit les cellulaires en classe. Mais bon, dans les faits, les cellulaires sont toujours très présents dans les écoles. Mm-hmm. Parce qu'il y a toutes sortes de, les professeurs peuvent, par exemple, envoyer un devoir par le portail Google. Puis là, bon, les jeunes peuvent aller voir là-dessus sur le cellulaire. Ils peuvent quand même jouer à des jeux. Ils vont quand même se texter. Donc, puis on sait très bien depuis plusieurs années les effets nocifs des écrans sur les capacités d'attention, mm-hmm. sur plein de choses qui ont rapport au cerveau, au développement du cerveau. Donc, je ne comprends pas pourquoi on accepte toujours qu'il y ait encore les cellulaires, puis tout ce qui a rapport justement aux jeux vidéo dans les écoles. Mm-hmm. Puis, moi, concernant l'intelligence artificielle, je pense que, je suis quand même d'accord avec ce que vous dites. Mais c'est ça, c'est que ça va tellement vite, ce qui se passe, qu'on peut pas... Je pense que pour le moment, on peut pas vraiment savoir à quoi on peut s'attendre. Mais du moins, ce qui, moi, m'inquiète, c'est que je pense que ça peut rendre les gens encore plus paresseux. T'sais, vous parlez justement de nous remplacer. Mais encore une vingtaine d'années, c'est un peu de la science-fiction. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de la science-fiction. Mm. Et évidemment, avec toute technologie, il y a des métiers qui sont remplacés, ça, c'est normal. Mais parfois, là, quand on voit que les technologies peuvent carrément faire des choses, remplacer des métiers qui existent depuis très longtemps, puis qu'on voit... Moi, je me souviens très bien... Je vais raconter une anecdote. À l'hiver dernier, j'avais fait le Parlement étudiant du Québec. Puis bon, il faut écrire des discours, naturellement. Puis parfois, il faut en écrire un en réaction à ce qui était dit aujourd'hui. Donc, il faut le faire le soir même. Et moi, ce que je constatais, c'est qu'il y en avait plusieurs qui ne savaient pas écrire, qui ne savaient quasiment pas écrire. Et ils se fiaient à ChatGPT. Donc, ils mettaient des espèces de paramètres dans ChatGPT. Puis là, ils entraient sur Enter, puis ça donnait une sorte de discours. T'sais. Donc, il y avait juste créé une petite base, puis là, on pouvait développer à partir de ça. Mais c'est-à-dire que, même si ça fonctionne sur le coup, ça peut finir par donner des gens qui sont paresseux. Alors que si on fait de l'école un sanctuaire contre les écrans, peut-être que paradoxalement, ça nous rend justement plus vigilants, plus critiques vis-à-vis des technologies, comme justement les ordinateurs, l'intelligence artificielle, parce que justement, là, on est quelqu'un de complet, de substantiel, de critique, et là, on peut utiliser les technologies de manière intelligente pour vraiment faire avancer les choses, vraiment nous aider et non remplacer nos facultés cognitives. Tout à fait. Je sais que le virage pour les écrans, les tableaux blancs, les ordinateurs, s'était rapidement engagé là, dans le système privé. Est-ce qu'il y a une remise en question de tout ça à l'heure actuelle? Est-ce que les parents demandent de peut-être prendre un temps de réflexion ou de réévaluer? Parce que je pense que l'interdiction de base ne s'applique pas au réseau privé. Est-ce que la plupart des établissements privés ont fait eux-mêmes le choix? Oui. D'enlever les écrans. Les pas les écrans, non. Mais en fait, les cellulaires, déjà, dans la vaste majorité des écoles privées, ce règlement-là existait. On sait très bien que la majorité des jeunes l'ont dans leur poche. Par contre, comme je parlais tantôt de l'application des règlements, dès qu'ils sortent, ce qu'on demande aux enseignants, c'est de le confisquer, puis il y a une conséquence qui est donnée aux jeunes. Donc, en principe, ils ne sortent pas beaucoup de leur poche, mais dans beaucoup, beaucoup d'écoles privées, les jeunes ont un outil informatique individualisé. Chaque élève en a un. Mm-hmm. Puis le virage a été pris rapidement. Puis il fut un temps où les gens venaient aux portes ouvertes, venaient nous visiter, puis ils voyaient ça vraiment comme un avantage. Oui. Maintenant, il y a plus de questionnements. Puis effectivement, il y a des études qui sont sorties au niveau de l'utilisation des écrans.
Nous, c'est certain. Puis là, chaque école privée est autonome, choisit d'y aller avec ses priorités en se basant sur les besoins et les passions et la réussite de ses jeunes. Chez nous, tous les jeunes ont un iPad. Ils en ont tous un. L'iPad, par contre, est programmé pour que ce soit les applications que l'école le veut que lorsqu'ils sont à l'école. Et puis, on a intégré l'apprentissage de la compétence numérique à même les cours de secondaire 1 à 5 pour apprendre à bien utiliser l'outil. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser à l'heure du dîner, ils n'ont pas le droit de jouer à des jeux à l'heure du dîner entre eux. Mais c'est certain que ça pourrait être débattu. On voit des recherches. On est en questionnement constant à propos de ça, que ce soit par rapport à notre code de vie, nos règlements et même les bénéfices de l'outil. C'est certain que, bon, il fut un temps où le sac d'école pesait presque plus que le jeune, avec tous les cahiers, les manuels, qui étaient parfois beaucoup sous-utilisés aussi. Alors que là, ben, tout ce matériel-là qui existe en ligne est disponible, mais il faut vraiment apprendre à l'utiliser de façon intelligente et efficace, ce qui n'est pas toujours le cas. Je pense qu'aux États-Unis, on a vu circuler, il y avait des pochettes là, où on mettait les téléphones. Je ne sais pas s'il y a déjà des écoles, à votre connaissance, là, qui ont pris. Il y en a qui ont essayé, mais les élèves sont intelligents parce que, bon, quand il y a une pochette à l'entrée, les jeunes ont 2 cellulaires sur eux, un qui ne sert à rien, qui est plus bon, puis l'autre qui est le bon cellulaire, donc ils vont mettre le mauvais dans la pochette. Ensuite, au plein milieu d'un cours, d'une évaluation, ça peut se mettre à sonner dans la pochette, donc on n'est pas nécessairement mieux placé pour donner un cours efficace. Donc, il y en a de moins en moins qui ont pris cette stratégie-là, à l'exception parfois des évaluations très importantes. Là, mais on ne fouille pas les jeunes, on ne fouille pas leurs poches, mais dès qu'ils sortent et qu'ils l'utilisent, mais c'est un combat. C'est un combat qui est très difficile à mener. Puis là où on a le plus de questionnements, c'est tout ce qui est la cyberdépendance. Donc oui, on réussit quand même avec nos règlements et nos interventions à limiter l'utilisation à l'école, mais aussi, on sait, les parents nous le disent, les études le disent, les jeunes deviennent très dépendants très rapidement de ces outils-là. Oui, il y a la dépendance, il y a l'attention, mais il y a aussi ce que les jeunes ne font pas parce qu'ils sont sur leur téléphone, c'est-à-dire socialiser à l'heure du dîner, tout ce que les jeunes devraient faire. Je vois le temps file. J'aimerais ça vous adresser quelques-unes des questions que j'avais reçues préalablement. Donc, j'ai une question qui parle de la gestion de classe. Alors, plusieurs jeunes enseignants constatent tôt dans leur parcours le défi que représente la gestion de classe aujourd'hui. À votre avis, quelles sont les meilleures solutions qui s'offrent à nous face à ce défi de taille? Puis je pense qu'il y a comme une sous-question qui est implicite, c'est-à-dire est-ce que la gestion de classe a changé? Et si oui, comment? Oui, bien c'est sûr que j'ai pas vu l'école dans les 30-40 dernières années. Mais moi, ce que je constate, c'est que dans les classes régulières, on est peut-être trop animé, puis c'est justement l'objet de mon texte dans le devoir, on est peut-être trop animé par l'idée d'inclusion, de telle sorte que on inclut des gens qui ont des jeunes qui ont des problèmes de comportement importants. Et il suffit qu'il y en ait 1 ou 2 dans une classe et c'est quand même très handicapant pour le reste de la classe. Donc, pour des professeurs, ça peut finir par être lourd d'avoir plusieurs groupes comme ça où c'est toujours la cacophonie, finalement, parce qu'il suffit qu'il y ait 1 ou 2 éléments troublants et là, ils se forment comme une gang. Il y a souvent une gang de gars. C'est souvent ça qui est le gros problème, en fait. De 8 gars qui sont tout le temps en train de se pousser, de se lever, de niaiser, de crier comme des fous. Donc, à un moment donné, le professeur ne peut pas toujours les envoyer en retenue. Il ne peut pas toujours non plus crier constamment. C'est-à-dire, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a toujours, comme si on veut, cette petite gang fatigante et le reste de la classe qui est justement calme et vaillante. Et c'est ça, on voit qu'il y a un problème avec l'idée d'inclusion, de toujours vouloir la mixité à tout prix. On voit que ça ne marche pas. Donc, peut-être qu'il faudrait plus de classes pour ceux qui ont un problème de comportement ou plus d'écoles spécialisées pour ceux qui ont des problèmes de comportement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est-à-dire, ça, c'est une chose qui se dit souvent, si on veut, à voix basse, là. C'est que, comme je disais tout à l'heure, les sœurs d'autrefois, ils peuvent avoir des châtiments corporels. Là. Mais aujourd'hui, la protection de la jeunesse est tellement forte qu'il suffit que vous effleuriez un élève et il pourrait quasiment vous poursuivre en justice. Donc, c'est comme si les lois sont rendues tellement fortes sur la protection de la jeunesse que les professeurs n'osent même pas moindrement prendre un bras. C'est-à-dire qu'au moins avoir un minimum, si vous voulez, un minimum de contact physique pour envoyer un message que ça se passe pas comme ça, puis à un moment donné, il faut se faire respecter. Donc, il y a un problème, je pense qu'il y a un laxisme général, puisqu'on est rendu trop tolérant, on est rendu trop mou, finalement. Et puis, on est dans l'idée qu'on est trop dans la mixité, trop dans l'intégration, alors que, selon moi, il faudrait segmenter davantage les classes régulières. Mm. Parce que là, ça punit l'élève calme et vaillant qui ne dit pas un mot, mais qui est puni dans son apprentissage. Mm.
j'ai grandi dans les années 90, 80-90. Je me souviens des classes dans les années 90. Puis il y avait des segmentations. Il y avait des classes TGA qu'on appelait, des classes légères, toutes sortes de... Puis je peux vous dire que ce que je voyais dans ma classe régulière, dans une école privée en plus, la façon que les jeunes s'adressaient aux adultes, les conflits qu'il pouvait y avoir, le langage qui était utilisé, c'est définitivement pas parfait aujourd'hui, mais ça ne l'était pas à cette époque-là non plus. Puis, comme directeur d'école, j'ai déjà vu des groupes d'élèves qui étaient extrêmement turbulents avec un ou une enseignante, puis avec un autre enseignant dans le cours. Tout de suite après, il n'y avait aucun problème. Donc, la gestion de classe, oui, puis c'est vrai qu'on a cette possibilité-là dans les écoles privées d'agir, mais je pense que dans toutes les écoles, si l'enseignante-enseignant donne des attentes claires, agit puis intervient dès qu'il se passe quelque chose et a l'appui de sa direction d'école quand ça devient plus grave, il va toujours avoir des cas où c'est très compliqué. Puis effectivement, je peux comprendre que dans les écoles publiques, parfois, on ne sache plus quoi faire avec un jeune qui ne peut pas être expulsé. Mais je suis convaincu que dans la grande majorité des cas, avec une bonne gestion de classe, il y a quelque chose à faire. Puis effectivement, je trouve qu'il manque parfois dans la formation des maîtres une base au niveau des contenus, mais aussi une base au niveau de la gestion de classe. Je pense qu'il y a un cours de gestion de classe dans le bac en enseignement. Par contre, dans le bac en adaptation scolaire, il y en a beaucoup plus. Puis on voit une différence dans les enseignants qui sortent des bacs en adaptation scolaire. Donc, la formation est possible, mais il faut définitivement avoir des attentes rigoureuses, des conséquences rigoureuses au niveau des enseignants et au niveau de la direction. Et puis, à un moment donné, quand un jeune ne veut absolument pas comprendre, il faut qu'il voit que tous les adultes de l'école agissent de façon conséquente. Est-ce que le fait de les aides à la classe là, qui ont été annoncées, est-ce que ça va faire une différence d'avoir 2 adultes présents dans le groupe? Est-ce que ça va aider au niveau de la gestion de classe? Ça peut pas nuire qu'il y ait 2 adultes, mais moi, je suis assez convaincu qu'un adulte dans la classe, que les élèves savent qu'il va avoir des conséquences, puis que l'adulte n'acceptera pas un comportement inacceptable, ça a son impact aussi. Ça a son effet aussi qui va changer les comportements. Puis là, dans le fond, il y a comme une zone d'ombre. Là, on ne parle pas de la gestion de classe. Est-ce qu'elle commence à la maison, finalement? Est-ce que c'est pas un peu là que le bas blesse? Oui, mais pour moi, c'est quasiment un tabou dans la société québécoise. C'est-à-dire que, par exemple, si vous lisez Le Devoir, on est beaucoup dans l'idée que chaque fois qu'il y a un problème de société, c'est toujours la faute du gouvernement ou de la société ou de l'État. Donc, c'est jamais de la faute, si vous voulez, à la petite échelle. L'idée que si vous voulez qu'il y ait un problème à la petite échelle, ça ne correspond pas, si vous voulez, à l'idéologie dominante. Alors que quand même, à un moment donné, il n'y a pas juste les grandes structures dans la vie, il y a aussi les petits milieux comme la famille. Et bien, on le constate, comment se fait-il? On le dit souvent que dans le temps de nos parents, c'était les professeurs qui se liguaient avec les parents. Les parents se liguaient avec le professeur, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Souvent, les parents peuvent appeler le professeur pour dire « Comment osez-vous traiter mon enfant de cette façon? Comment avez-vous osé lui donner telle punition, lui donner tel résultat? » Donc aujourd'hui, c'est comme si, encore une fois, on est dans la culture du narcissisme. Donc, mon enfant, c'est le meilleur, c'est un grand génie, c'est le plus grand sportif. Et donc, il ne peut pas avoir tort. Il peut pas avoir de punition comme ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, là, non seulement on est dans le narcissisme, donc on croit que notre enfant, c'est le meilleur, mais en plus, justement, je pense qu'on n'est plus dans le même style d'éducation qu'autrefois. Donc, puis on le voit aussi, il y a beaucoup de séparation. Donc, ça joue, ça aussi. Parce que, par exemple, si le père donne des cadeaux à l'enfant, eh bien, il y a une concurrence. Il se met à avoir une concurrence des cadeaux, comme on sait un petit peu. Et donc, ça finit par donner des enfants gâtés. Puis aussi, il y a des psychologues aux États-Unis comme Gene Twenge. Et aussi, on connaît Greg Lukianoff, Jonathan Haidt, qui ont parlé du sujet, qui disent que depuis une vingtaine d'années, l'un des modèles d'éducation qui prévaut beaucoup, c'est la surprotection. Donc, paradoxalement, même si le monde est devenu plus sécuritaire, les parents sont encore plus axés sur la surprotection, de telle sorte que ça donne des enfants qui sont angoissés, très anxieux, qui n'arrivent pas à gérer des situations où il y a un peu de stress. Donc, aussitôt qu'il y a un peu de stress, là, on fait de l'anxiété chronique, on fait quasiment une dépression. Puis on le voit chez la génération Z, celle qui est née entre 95 et 2010, les taux de dépression, d'anxiété et même de suicide sont parmi les plus élevés parmi toutes les générations. Alors qu'ils vivent dans des temps de prospérité. Mais c'est-à-dire, évidemment, il y a l'inflation, mais c'est-à-dire que... Mais la souffrance est réelle, par ailleurs. C'est-à-dire, non, mais à chaque génération a ses souffrances, mais quand même, ces générations n'ont pas connu des guerres mondiales ou la crise économique des années 30. Donc, c'est comme si, justement, cette angoisse est causée par une éducation axée beaucoup trop sur la surprotection, et je dirais aussi sur une forme de narcissisme. Parce qu'après, on fait de l'évitement. Quand est-ce qu'on confronte les enfants? Est-ce qu'on accommode l'anxiété ou est-ce qu'on... À quel moment on doit confronter un peu puis dire à l'élève c'est OK d'avoir eu un résultat décevant ou...
Donc, comment on accompagne les enfants face à l'anxiété? C'est qu'on peut faire les deux, en réalité. De donner une conséquence à un jeune. Là, je vais prendre un exemple vraiment typique, là, mais un jeune qui a fait un comportement inacceptable, là, vraiment inacceptable, d'impolitesse. Chez nous, il peut avoir une retenue du samedi. Okay? Samedi, tu dois venir à l'école, tu vas faire des travaux à l'école. Le jeune peut être anxieux, puis avoir des émotions, puis avoir besoin d'un accompagnement, puis d'avoir quelqu'un à qui parler pour compter comment qu'il ou elle se sent. Puis on va l'accompagner, on va l'aider, mais on n'annulera pas la retenue du samedi. Il doit venir à sa retenue du samedi quand même. Même chose avec un échec. Je pense que c'est normal de vivre un échec scolaire. On n'a pas assez étudié, on n'a pas bien compris la matière, on n'a pas passé l'examen. Ça peut créer une anxiété, ça peut créer une tristesse. Il y a moyen d'accompagner, d'aider, s'assurer que l'élève se sente bien, mais l'échec est réel, il compte quand même. Puis on va travailler à partir de là, on va voir ce que tu n'as pas compris, puis on va s'améliorer pour la prochaine fois. Il y a moyen de faire les deux, je pense. Donc, la prochaine question est la suivante. Alors, récemment, Marois Risky a fait une sortie médiatique remarquée sur l'importance de nous préoccuper de la réussite et de la motivation scolaire des garçons, spécifiquement. En fait-on assez de ce côté? Et sinon, que pourrions-nous envisager de plus? Pour commencer, je sais pas. Eh bien, effectivement, on voit les garçons, si on regarde particulièrement le décrochage scolaire, là, je l'ai dit tantôt, c'est 1 sur 3 qui ne termine pas ses études secondaires en 5 ans. Puis les taux de réussite partout au monde, les taux de réussite des garçons à l'école sont moins élevés, mais il semble y avoir un problème particulier au Québec. Je trouve, entre autres, puis bon, ça a déjà été controversé, mais je pense que ça l'est moins, là, qu'on devrait essayer d'attirer plus d'hommes dans les professions de l'éducation pour que ces jeunes-là puissent avoir des modèles positifs à l'école. Il y a aussi moyen d'intégrer davantage parfois de compétition à l'école, des compétitions amicales, d'accepter des comportements de garçons un peu plus. On a tendance à surprotéger les jeunes, puis ça peut avoir un impact sur les garçons qui ont besoin de bouger. Moi, je pense que les programmes particuliers aident beaucoup les garçons aussi, d'intégrer le sport à la journée scolaire, entre autres. Là, je sais que les sports peuvent être très bons pour les garçons et les filles, puis il y a des garçons qui ont besoin des arts aussi, mais il y a beaucoup de garçons qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de dépenser d'énergie, puis d'intégrer les sports à la journée scolaire. Puis moi, je suis contre la pratique, entre autres, si un jeune est dans un programme de hockey ou de football ou autre, te dire, OK, c'est en bas de 70, je te retire ton hockey, ton football. Donnons-lui de la récupération, donnons-lui les conséquences qu'il faut, mais de retirer l'endroit où il ou elle va chercher son estime de soi, il ou elle est bon, c'est pas nécessairement la solution non plus. Mais il faut s'y attarder. D'après moi, il y a une grande réflexion à y avoir au Québec sur la réussite des garçons. Il faut aller chercher des experts, comparer avec ce qui se fait de mieux au monde pour trouver des solutions, parce que l'écart entre les filles et les garçons, je pense que dans le taux de décrochage au Québec, les plus récents, c'est de 12 points de pourcentage, alors qu'aux États-Unis, c'est 3 ou 4, puis au Canada, je pense que c'est 5 ou 6. Donc, il y a un enjeu là, au Québec qu'il faut vraiment regarder de face. Je pense que Marois Risky a tout à fait raison de s'en préoccuper. Oui, bien, moi, j'abonde dans le même sens, mais c'est sûr que c'est très préoccupant de voir ça. Puis je pense que... Excuse-moi. C'est-à-dire que je pense que ça participe à quelque chose de plus global, qui est avéré, c'est pas juste moi qui le dis, mais c'est-à-dire que le Québec, c'est une société matriarcale. Donc, on le dit pas assez souvent, mais c'est un fait. Donc, c'est pas un défaut, après ça. Ça peut avoir plein de qualités, une société matriarcale. Mais une société matriarcale, donc, les valeurs cardinales, c'est l'empathie, le consensus, par exemple. Et l'école québécoise reflète ce genre de valeurs-là. Donc, ça peut avoir justement de bonne qualité. Mais pour un jeune homme qui va à l'école, eh bien, à un moment donné, il ne se sent pas à sa place. Puis on voit qu'il y a une crise de la masculinité un peu partout en Occident. Puis ça donne, si vous me permettez, une sorte de retour du balancier. C'est-à-dire que si, à chaque fois que la masculinité essaie de s'exprimer, elle est quasi criminalisée ou elle est toujours décriée comme une forme de masculinité toxique, forcément, ça finit par avoir des hommes qui sont en déchéance ou il finit par avoir un retour du balancier. Donc, je pense que ce qu'il faudrait tenir compte dans l'école, c'est que justement, le jeune homme a une forme d'agressivité qu'il doit canaliser d'une certaine manière. Puis, par exemple, dans les lectures, pourquoi on est toujours dans l'idée qu'il faut comme apprendre, par exemple, la biographie de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut toujours être dans des choses qui sont plutôt infantilisantes, tandis que je pense qu'un jeune homme serait intéressé, par exemple, par des histoires d'aventure, des histoires de guerre, des choses comme ça. Donc, il faut plus réfléchir qu'est-ce qui vient rejoindre les jeunes hommes dans leurs intérêts, leurs passions. Il n'y a pas juste le sport, il y a aussi autre chose. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça dans la manière qu'on programme l'école québécoise. J'ai une anecdote. Moi, j'étais enseignant d'anglais langue seconde. Et puis, les vendredis, je faisais des compétitions. Je séparais les garçons et les filles, chacun de leur côté. Puis, il y avait des compétitions à propos. On jouait un jeu de Jeopardy. Les catégories étaient le contenu du cours de la semaine qui vient de passer, mais aussi l'actualité, la politique, toutes sortes de catégories. Puis juste le fait qu'ils étaient en compétition, les garçons, à tout coup, battaient les filles dans ce jeu-là. Ils réussissaient toujours à avoir plus de points. Puis
puis même qui se mettaient à étudier l'actualité de la semaine pour gagner le vendredi suivant, pour s'assurer de gagner contre les filles le vendredi suivant. Donc, parfois, on évite d'intégrer la compétition, la saine compétition à l'intérieur des cours plus académiques, si on veut, alors que c'est le genre de choses qui va vraiment venir motiver les garçons. Ils veulent gagner, ça compte. Ils gagneront rien, là, il n'y aura pas d'argent, puis ils ne vont pas avoir nécessairement un meilleur résultat scolaire, mais ils veulent gagner, puis ça les motive beaucoup. Donc, je pense qu'il faut réfléchir au type d'activité qu'on intègre dans nos cours, au niveau des enseignants, au niveau des écoles, au niveau du ministère. Puis, il y a moyen de motiver nos jeunes. Les jeunes garçons sont tout aussi intelligents que les jeunes filles, sont capables de réussir aussi bien qu'elles. Excellent. On aurait le temps pour une dernière question. Alors, voyez-vous d'un bon œil la création de l'INE et quelle sera, selon vous, sa plus-value? Mais moi, je ne connais pas encore très bien de quoi sera conçu cet institut, mais de ce que j'en comprends, c'est que le but, c'est de quand même viser l'excellence. Et donc, si on veut que le niveau monte. Et d'ailleurs, François Legault avait déjà fait ça quand il était lui-même ministre de l'Éducation, puis on avait été beaucoup critiqué. Mais bon, je pense que c'est impossible de devenir ministre de l'Éducation sans être beaucoup critiqué. Mais je pense que c'est une bonne chose de viser quand même de l'idée que le niveau doit monter. Après, je crois que l'un des angles morts qu'il faudrait éviter, c'est que ce serait de maquiller les résultats. Donc, l'idée qu'on faut comme laisser passer, puis on l'a vu, par exemple, dans les dernières années, il y avait un petit scandale, je me souviens qu'on laissait passer des élèves qui avaient 58%, 59% à l'examen. Donc, dans l'idée que, on veut quand même lui laisser une chance, puis on veut comme avoir des bons résultats à présenter devant le ministère, devant les autres écoles. Donc, si on est dans l'idée vraiment de compétition puis d'excellence, le risque, je pense, c'est vraiment de maquiller les résultats, puis de faire toutes sortes de raccourcis, dans l'idée qu'on pense moins au bien de l'élève qu'à présenter des bons résultats pour bien paraître. Mais l'idée de départ n'est pas mauvaise, je pense. Je pense qu'il faut vraiment viser l'excellence. Pour moi, comme je l'avais déjà dit dans le devoir, justement, il ne faut pas que l'école vise uniquement la réussite ou le fait de passer. C'est pas juste ça, l'école. Il faut aussi chercher à viser plus haut, à exceller. Parfois, moi, j'ai déjà eu des témoignages de gens qui me disent que dans certaines écoles, ça peut aller trop loin. Tu sais, l'idée de compétition, ça peut aller parfois trop loin, puis les jeunes peuvent s'impliquer dans toutes sortes de choses, puis ça finit par être une pression trop énorme. Mais il faut quand même viser une forme d'excellence. Il faut quand même viser à s'accomplir pour aller plus loin. Pas juste passer, pas juste avoir le résultat qui passe. Moi, j'y crois, c'est certain. En ce moment, là où il y a le débat. En fait, l'Institut, un de ses objectifs, c'est d'aller chercher les données probantes, de regarder la recherche, voir ce qui fonctionne vraiment en éducation pour que les réformes puis les pratiques qu'on va intégrer dans les écoles soient celles qui ont été prouvées par la recherche. Quand il y a eu la réforme dans les années 90, les années 2000, c'est le socio-constructivisme qui était à la mode. Il y avait beaucoup de penseurs socio-constructivistes, mais il n'y avait pas beaucoup de recherches et de données probantes qui démontraient que ça fonctionnait dans les écoles publiques, privées, en tout cas pour la masse de la population. Puis, ça a donné le résultat que ça a donné là. En ce moment, il y a beaucoup de recherches qui disent que l'enseignement explicite est une stratégie qui fonctionne très bien avec la vaste majorité des jeunes. Il y a un peu un retour du balancier vers l'enseignement explicite. Donc, le but, c'est de vraiment s'assurer que les réformes qu'on va implanter en éducation soient basées sur la recherche. Je pense que le danger, c'est qu'il faut absolument s'assurer que cet institut ne soit pas teinté au niveau idéologique puis au niveau politique. Il faut vraiment qu'il soit indépendant parce qu'on peut facilement balancer lorsqu'on décide que c'est une idéologie que l'on veut inculquer à l'école. On peut trouver des recherches qui vont appuyer nos théories et en ignorer d'autres. Donc, tant que cet institut-là demeure indépendant, je pense que ça peut être une très, très bonne idée. En santé, ça existe. On a vu durant la pandémie, entre autres, que l'Institut en santé va suivre les statistiques. Ce serait fantastique qu'en éducation, on puisse avoir accès en temps réel aux statistiques de réussite. Exactement, aux données. On commence à le voir. Là. Il y a un tableau de bord maintenant qui existe. Mais si en plus, il peut y avoir une vigie des recherches partout dans le monde pour voir ce qui fonctionne vraiment, pour déterminer ce qu'on va implanter dans des réformes, ça peut être une excellente idée. Parfait. On fait merci 1000 fois d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir si généreusement partagé toutes vos connaissances et votre perspective avec nous. Alors, assurément, il y aura des suites, là, parce que je pense qu'il y aura d'autres invités pour parler d'éducation. C'est un sujet vaste. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté de venir avec nous. Moi qui vous remercie. Merci beaucoup.